Et salut, c'est Major Mouvement. Est-ce que vous vous retrouvez parfois fatigué et ou stressé? Vous ne savez pas par où commencer pour pouvoir vous sentir bien. Aujourd'hui, je reçois Stéphane qui est un expert de la respiration. Il va nous donner des exercices concrets pour pouvoir littéralement changer l'incidence du stress sur votre vie. Restez bien tout au long de l'interview, il nous les donnera et il nous les expliquera tout au long de la vidéo. On a fait des études au Japon, 2023. Là, c'est à peu près 2000 athlètes qui ont été observés. Résultat de l'étude, 90% des athlètes ne respirent pas avec le diaphragme. J'ai vu des gens qui se mettaient un scotch sur la bouche pour Ouais. dormir. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je mets ça quasiment tous les soirs. Attends. T'es en train de me dire que toutes les nuits, Ouais, tu te mets un scotch sur la bouche? c'est ça. Les exercices respiratoires diminuent le stress? Certains, mais je peux te mettre en stress aussi avec de la respiration. Ah ouais? Bah oui. C'est vrai? Il suffit qu'on respire tous les deux très vite par la poitrine, très haut dans la poitrine, avec la grande bouche ouverte. Ok, alors je suis désolé, je te crois pas. Vous connaissez déjà sûrement Doctolib. Pour ma part, je l'utilise en tant que patient, mais surtout en tant que kiné, et ça me fait gagner un max de temps. Alors Doctolib, c'est la prise de rendez-vous en ligne, mais pas que. Vous pouvez accéder à plein de services pour gérer plus facilement votre santé et celle de vos proches. Par exemple, vous pouvez mettre tous vos documents médicaux dans votre espace personnel sécurisé, les envoyer en un clic aux soignants qui vous suivent ou à la pharmacie. Et comme ça, plus de risque de les perdre. Et pour nous, je ne vous cache pas, en tant que kiné, que c'est hyper agréable. Quand un patient avec un cas complexe qui viennent avec ses radios, ses IRM et ses comptes rendus, on peut enfin faire un bilan complet grâce à ces documents. Donc pensez à le faire. Et salut Stéphane, ça va? Salut Grégoire, très bien et toi? Ça va très bien. Alors comme ça, on respire mal, Ah oui. mais alors je suis désolé, mais j'entends tellement de choses autour de la respiration et on me demande beaucoup de choses autour de la respiration. J'ai voulu faire appel à un expert de la respiration. Et c'est vrai que, à part prendre un pneumologue qui est très très bon sur toute la pathologie respiratoire, on ne sait pas bien vers qui se tourner. Alors Stéphane, qui es-tu? Eh ben, j'ai 51 ans, j'habite Annecy. J'étais athlète de haut niveau en triathlon il y a de ça maintenant presque 25 ans. Prof de physique et de chimie. Et puis, j'ai aussi travaillé 20 années en entreprise, dans des sociétés qui vendaient du sport et du médical. Et ensuite, j'ai entamé différentes recherches et études. Qu'est-ce que tu as appris au cours de ces recherches personnelles? Alors, j'ai fait ces recherches pour moi d'abord, parce que j'avais besoin de traiter des états nerveux, émotionnels un peu particuliers. Donc, j'ai été défricher pas mal de techniques. Et j'ai compris que la respiration me permettait de résoudre un certain nombre d'états nerveux. Voilà. Donc ça, c'était première chose. Et en creusant un petit peu plus, je me suis aperçu que c'était assez difficile d'avoir une respiration fonctionnelle. Donc, j'ai creusé un peu plus, j'ai écrit un livre. Et j'ai aussi créé ma propre école de respiration, qui se trouve être la première école de respiration de France, qui forme les praticiens et les thérapeutes à la compréhension de la respiration. Et puis aujourd'hui, je forme à mieux comprendre la respiration, mieux comprendre comment elle peut dysfonctionner, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent être dysfonctionnants, et puis surtout comment résoudre, voilà, pour permettre à chacun de retrouver un geste respiratoire efficace. Qu'est-ce qu'une mauvaise respiration peut causer? C'est quoi les états nerveux, comme tu évoques, les symptômes? Globalement, c'est quoi la problématique d'une mauvaise respiration? La problématique, c'est que justement, il y a 1000 problématiques liées à la respiration. C'est vraiment un élément central, la respiration. D'ailleurs, la fonction respiratoire particulière, elle est vraiment au centre du corps, que ce soit les poumons, le cœur ou le diaphragme. Et donc, les liens avec le reste de la physiologie vont être multiples. Donc, on peut vraiment identifier différents symptômes qui vont nous ramener à la respiration. Comme quoi? Digestion, posture, sommeil, circulation veineuse. Voilà, tout un tas d'éléments comme ça qui pourraient, a priori, être complètement déconnectés du geste respiratoire, mais qu'on peut aussi regarder à la lumière de la respiration. Quand tu m'évoques ça concrètement pour les gens, toi et moi, on comprend le fonctionnement du corps humain, mais les symptômes des gens, sur un trouble du sommeil qui viendrait d'une problématique respiratoire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être fatigué, quelqu'un qui va pas réussir à récupérer, quelqu'un qui va être dans une forme de fatigue chronique non identifiable, c'est ça l'idée? Ouais, tout ce que tu mentionnes là est juste. C'est-à-dire que je me réveille le matin un peu fatigué, peut-être la bouche pâteuse, un peu sèche. Ça me donne déjà des indications sur comment ma nuit se passe sur le plan respiratoire. Je peux avoir je peux trouver peut-être la difficulté à m'endormir le soir, à trouver justement l'apaisement après ma journée de travail, etc. Voilà, tout ça va m'indiquer que peut-être ma fonction première, qui est là pour m'aider aussi à trouver ces états différents, est
soit dysfonctionnante, soit j'y ai pas accès. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Tu parles beaucoup de fonctions respiratoires. On y reviendra plus tard, je me le note là. Ouais. Et je sais que les gens qui me regardent sont hyper intéressés par l'aspect biomécanique du corps humain et en même temps par rapport aux symptômes. Et on verra évidemment plus tard pourquoi on parle de fonction et donc de dysfonction. J'en reviens un peu aux symptômes. On a parlé par exemple de troubles du sommeil, mais tu m'as parlé aussi de troubles digestifs. Ouais. Bah, le muscle principal de la respiration, le diaphragme, coupe le tronc en deux, complètement, et repose sur toute la sphère digestive. Et son mouvement, ce diaphragme, quand il est fonctionnel, je reparle de fonction, désolé, il oscille du bas vers le haut. Et donc il appuie sur ses organes, et il les compresse, mais il leur donne aussi de la mobilité. Et donc cette mobilité, elle est nécessaire pour que les fonctions de la digestion soient efficientes. Voilà. Et en même temps, pour que les poumons puissent prendre l'air dont on a besoin pour vivre. Stéphane, j'ai vu beaucoup de techniques respiratoires. Ça marche ou ça marche pas? Alors oui, pour se calmer. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de méthodes. D'accord. Un petit point sur les méthodes, bien comprendre qu'elles sont pas toujours applicables par tout le monde. Je te prends un exemple. Imaginons que tu respires, ce qui est le cas de beaucoup de gens, une vingtaine... Respire. Je vais finir ma phrase. Imaginons que tu respires... Beaucoup de gens respirent. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement dans ce cas-là. Imaginons que tu respires 16 à 20 fois par minute. Ok. C'est relativement courant. Ok. Je te propose un exercice assez connu de cohérence cardiaque, Ouais. qui consiste à respirer 6 fois par minute. J'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Et l'idée de cette respiration, c'est quand même de s'apaiser. Mais si je divise ta fréquence ventilatoire par 2 ou par 3, il y a de fortes chances qu'au départ, ça ne soit pas du tout apaisant. Donc il y a besoin de comprendre sur quoi agit la cohérence cardiaque pour ensuite éventuellement adapter cet exercice et t'ancrer dans une progression qui va te permettre petit à petit d'en bénéficier. On parle de cohérence cardiaque. Pour les gens qui ne savent pas, on vous met un rapide extrait ici. Ce sont des techniques finalement de conscientisation de la respiration et de prendre 3 minutes par jour pour respirer. Technique qui, d'un point de vue de l'expérience, souvent apporte des plutôt résultats de « Ok, je me suis senti bien mais à ma connaissance, si on regarde la littérature, on ne trouve pas de vraie efficacité sur le bien-être global des gens qui font de la respiration. » Tu as un avis là-dessus? Alors, je vais te citer 2 études. Ouais. Une de 2010 qui fait une analyse de la cohérence cardiaque et du lien avec la variabilité de la fréquence cardiaque et les fonctions cognitives. Ok. Et on montre en fait qu'une pratique régulière de fréquence cardiaque, en général la formule de cohérence c'est cardiaque 3 fois par jour pendant 5 minutes. Je respire 6 fois par minute. Ok. Et ben, je vais augmenter mes fonctions cognitives et je vais augmenter ma variabilité de ma fréquence cardiaque qui, du coup, va m'indiquer que je manque un petit peu plus dans le système parasympathique. Variabilité de fréquence cardiaque, donc c'est quelqu'un qui aurait une fréquence cardiaque haute et stable, et ben finalement, tu vas lui permettre de temps en temps de redescendre, c'est ça que ça veut dire? Non, en fait, la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qu'on regarde, c'est la durée d'un battement. En fait, quand on prend notre fréquence cardiaque à la montre, on a l'impression que ça change très peu, ou voilà, 1 ou 2 battements. Mais si on regarde à la loupe, entre chaque battement, il y a plusieurs millisecondes. Et l'idée, c'est plus il y a de différence de durée entre chaque battement, plus mon système est agile, élastique. Et donc, plus je vais pouvoir être ancré dans le système parasympathique. J'ai une petite pensée pour tous les soignants qui nous regardent. Moi, ça m'arrive parfois d'être avec un patient, d'avoir un haut niveau de stress avec un patient parce qu'il va me raconter une histoire qui est complexe, avec une pathologie lourde pour lesquelles, tu vois, j'ai un gros transfert avec lui. Typiquement, un patient qui va t'annoncer qu'il a un cancer alors qu'il a que 32 ans. C'est dur, émotionnellement, de passer à un autre patient derrière qui vient juste pour une fracture de poignet. Et paradoxalement, ça réveille chez moi encore plus d'injustice quand celui qui a un cancer qui a 32 ans, il se plaint pas. Par contre, celui qui a la fracture de poignet à 8 semaines, et t'as l'impression que c'est son monde qui s'effondre. Alors je comprends, il n'y a pas d'échelle de la souffrance chez les gens, mais moi, en tant que soignant, j'ai du mal à faire ce transfert. Pour les soignants qui nous regardent, faire à ce moment-là un exercice de cohérence cardiaque qui est jugé utile pour eux, c'est quelque chose que tu conseilles ou tu as d'autres outils? Ouais, je vais te donner un exercice encore plus rapide. Ouais. Étude de 2023 à Stanford. Justement, cette étude compare différentes techniques d'apaisement du système. Cohérence cardiaque, méditation pleine conscience, ce qu'on appelle la respiration carrée aussi. Donc j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque.
et une nouvelle technique de respiration qu'on appelle le soupir physiologique. Et ce qui est regardé, c'est quel est l'impact sur ma capacité à gérer mon stress. L'étude est unanime, le soupir physiologique est immédiat. Ah, tu peux nous l'apprendre ? Ouais, bien sûr. Tu fais 1 minute, 2 minutes de soupir physiologique et tout de suite, tu récupères de ta zone émotionnelle avec ton patient de 32 ans et tu te prépares à accueillir le suivant. On peut l'apprendre ensemble ? Bien sûr. Donc l'idée, c'est de faire une grande inspiration en deux parties. Je vais déjà gonfler mes poumons, je vais partir du ventre et aller vers la poitrine. On appelle ça la respiration complète. Je vais aller au max, je fais une petite pause et ensuite je refais une petite inspiration et je vais faire une longue expiration. Je vais vous le faire, donc ça fait ça. Je fais une grande inspire, petite pause, petite inspire et longue expiration. Complètement détendu. Et pourquoi je le fais par la bouche ? Parce que je veux maîtriser mon débit pour que l'expiration soit longue et relâchée. Et je vais faire ça 2-3 fois. Et ça va suffire à redescendre mon système nerveux et m'apaiser. On sait pourquoi ? Ouais, système vagal. En fait, là, j'inspire. Je suis en train de comprimer mon cœur, donc j'active mon système sympathique. Je remets une petite dose. Je comprime un petit peu plus et longue expire, je détends tout mon système, je montre à mon système que je veux me relâcher comme sous ma douche et j'apaise mon système nerveux. Est-ce qu'on sait ce qui se passe quand on fait ça ? Écoute, quand on fait la grande inspiration, je vais mettre de la pression dans ma cage thoracique, je vais mettre de la pression sur mon cœur. J'ai des petits capteurs au niveau des oreillettes qui vont percevoir ce stress, cette augmentation de pression, et donc qui vont vouloir accélérer le rythme cardiaque. Ça va me mettre en sympathique. D'accord, ok. D'accord. Et ensuite, sur l'expiration, je vais récupérer de l'effort précédent. Au niveau hormonal, je vais libérer des endorphines, et ça va me permettre en fait d'apaiser toute ma physiologie. Ça, ce sont des modèles qu'on a compris ou qu'on a mesurés, tu saurais me dire ? Les deux. Les deux. Ouais, on les comprend aujourd'hui parce qu'on fait le lien avec le système nerveux autonome qui gère la plupart de nos fonctions physiologiques et on les mesure parce qu'on a des variabilité cardiaque qu'on mesure et qu'on est capable de corréler au rythme cardiaque et à l'amplitude respiratoire. Tu as évoqué des problèmes vasculaires. Je pense à toutes ces infirmières et ces aides-soignantes qui sont toute la journée en train de piétiner et qui se retrouvent à 30, 35 ans, 40 ans avec des problèmes vasculaires dans le membre inférieur. Des exercices respiratoires pour les aider là-dessus ? Oui, tout à fait. En fait, la veine cave, donc la veine qui rassemble la circulation des membres inférieurs, passe par le diaphragme. Il y a un petit orifice, un hiatus, qui passe dans le diaphragme. Et le mouvement du diaphragme va mettre une pression abdominale qui va favoriser le retour veineux. Donc, veillez à ce que je puisse avoir une respiration abdominale suffisamment présente, j'allais dire puissante, pour augmenter cette pression au niveau viscéral et favoriser le retour veineux, c'est important. Ça veut dire que à des moments de ma journée, je dois prendre le temps de bien valider que mon diaphragme s'abaisse dans mon abdomen en ayant une légère mobilisation abdominale et une bonne mobilisation du plancher pelvien. Ça veut dire que mon caisson viscéral est bien maîtrisé et que mon piston diaphragmatique vient mettre en pression toute cette zone pour que le retour veineux se fasse bien. Voilà, ça c'est une petite vigilance à avoir dans les moments où je peux être en conscience. Voilà. Et en même temps, ça me ramène aussi dans une zone un petit peu de récupération, dans des journées bien mobilisantes au niveau stress. Ouais. Aujourd'hui, le manque de sommeil est clairement indiqué comme source de troubles cardiovasculaires, comme source de douleurs chroniques, comme source de stress. Nous, en tant que soignants, c'est des choses auxquelles on est plus exposé. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des soignants, au-delà de l'aspect émotionnel qu'on a déjà évoqué, pour jouer sur ces tableaux-là ? Sacraliser le moment. Sacraliser le moment de l'endormissement. C'est-à-dire trouver des astuces qui font que on va réellement s'ancrer dans cette zone parasympathique. Ça peut être par la respiration, ça peut être par juste un moment de détente pour soi. Et bien discerner ce qui est un moment de détente et ce qui ne l'est pas. Souvent, on pense qu'en regardant un bon film, on va se détendre. Mais en réalité, ça peut être une stimulation, un film. Ça dépend de ce qu'on regarde. Avec ma femme, ce qu'on aime faire, c'est regarder des sketchs.
on se marre. Le rire, c'est une respiration et c'est aussi une stimulation du système parasympathique. Donc c'est notre manière à nous de nous ancrer dans cette zone. Ritualiser le moment du coucher et le mettre dans les meilleures conditions possibles. Exactement. C'est souvent ce qui ressort par les experts, en effet. Explique-moi, pour quelqu'un qui n'y connaîtrait pas, comment fonctionne le diaphragme? C'est quoi? C'est un muscle? C'est un fascia? Comment ça marche? Alors effectivement, le diaphragme, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un parapluie ou un champignon, voilà, un dôme comme ça. En réalité, bon, c'est un petit peu plus complexe, mais gardons cette image-là, qui est connectée à l'ensemble de nos côtes, qui se connecte aussi à la colonne vertébrale, au niveau de la 12e dorsale, qui va descendre avec 2 piliers sur les lombaires. Donc il y a toute une connexion déjà avec notre système osseux costal. Ce diaphragme, au centre, il y a une partie un peu tendineuse qui est assez grande, on appelle ça le centre phrénique. Et de ce centre-là vont partir des fibres musculaires jusqu'au niveau des insertions en fait, sur la partie osseuse. Et ce diaphragme, en fait, il est posé sur la sphère digestive. Il est en forme de dôme comme ça qui descend vraiment très bas. Et puis quand on va l'activer pour inspirer, il va s'abaisser. Le mouvement de contraction du diaphragme, c'est vraiment de descendre comme dans un l'abdomen. piston, comme une seringue qu'on Comme vient un d'attirer. piston. Voilà. En réalité, il s'abaisse et il pivote un petit peu. Voilà. On retrouve d'ailleurs un point de convergence des forces du diaphragme au niveau d'une localisation intéressante sous le nombril, qui est un centre énergétique dans les traditions chinoises, japonaises et hindoues. Donc c'est intéressant d'observer ça, c'est-à-dire que mécaniquement, biomécaniquement, la convergence des forces de ce diaphragme est sur ce point, les Japonais appellent ça le hara, ceux qui pratiquent les arts martiaux vont comprendre. Et donc en faisant ce mouvement d'abaissement, je vais mettre en pression l'ensemble de mes organes, je vais m'appuyer sur ces organes, je vais projeter les organes vers l'avant, c'est pour ça que le ventre se gonfle à l'inspiration. Et à l'inverse, à l'expiration, je vais remonter dans la cage thoracique pour venir comprimer les poumons et favoriser l'expiration. Je profite de cette petite pause pour vous rappeler à quel point j'ai besoin de votre soutien. Si vous aimez avoir des intervenants de qualité, je vous invite à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire genre « Merci Greg pour cette vidéo », juste pour le référencement, et évidemment à vous abonner. Plus vous serez nombreux à soutenir ce type de projet, plus je pourrai inviter des invités de qualité. Je compte évidemment pour votre soutien, ça prend juste 2 secondes, mais pour moi ça compte énormément. Tu me parles de biomécanique, je te pousse un peu dans tes retranchements. Anatomiquement, il y a d'autres structures que du musculaire qui passent. Ouais. Notamment, ce qui est probablement le fruit de beaucoup de tes recherches, mais en même temps de beaucoup de flou, et c'est pour ça que je t'ai invité, c'est ce nerf vague. Ce nerf vague, il est le lieu de beaucoup de questionnements sur le stress, sur les émotions. Et on voit directement quand j'évoque stress et émotions, tu m'as parlé tout à l'heure de grandes dysfonctions qu'on pourrait avoir sur le plan digestif, sur les troubles du sommeil, se pose aussi la question du stress dans tout ça. Question simple. Les exercices respiratoires diminuent le stress? Certains. Mais je peux te mettre en stress aussi avec de la respiration. Ah ouais? Bah oui. Si tu veux qu'on se mette en stress complet, je peux même te mettre en gros stress. C'est vrai? Il suffit qu'on respire tous les deux très vite par la poitrine, très haut dans la poitrine, avec la grande bouche ouverte. Et là, tu vas tout de suite te mettre en sympathique et en fight or flight. C'est à peu près la respiration que tu aurais si le tigre te courait après. Est-ce que apprendre à bien utiliser son diaphragme permet d'améliorer la qualité de vie? Bah clairement, c'est la respiration, c'est 2 éléments principaux. Un, c'est une grille de lecture. Grille de lecture, ça veut dire si j'observe ma respiration, alors j'ai une idée de mon état. Et à chaque fois, je vais te parler d'état physiologique, d'état mental, d'état émotionnel. Par exemple, étude de 2002. Étude sur l'impact des émotions sur la respiration. Étude passionnante, en deux volets. Premier volet, je te demande de vivre une situation qui crée la joie, par exemple. Tu la vis et j'observe ta respiration. Et je vais trouver, chez plusieurs personnes qui vont faire la même expérience, une signature de la joie au niveau respiratoire. Une signature? Voilà. Signature, c'est un rythme, une amplitude, une localisation de la respiration. Et ça, chez tous les participants de l'étude. Génial. Je fais pareil avec la colère, je fais pareil avec la tristesse, je fais pareil avec la peur. On a une empreinte respiratoire de nos émotions à travers notre respiration. Exactement. Deuxième volet de l'étude. Je te demande de respirer suivant la signature de la respiration de la joie. Tu vas vivre la joie. Magique. Donc, l'interaction entre
l'émotionnel et la fonction respiratoire est parfaite. Ce qui veut dire que... On peut berner nos émotions avec cette signature. C'est-à-dire que je ferai une fausse signature de la respiration et je ressentirai l'émotion associée. C'est pas une fausse signature, ça serait une vraie signature de la joie pour ressentir la joie associée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ressens du stress, je peux avoir la respiration du calme pour m'éloigner du stress. Et là, on fait le lien tout de suite avec le nerf vague. C'est-à-dire que dès que je vais travailler ma respiration d'une certaine manière pour activer justement cette partie vagale, je vais apaiser mon système. Partie vagale, ça veut dire quoi? Le nerf vague, comme tu l'as dit, c'est le nerf le plus long du corps. Il est connecté à différentes zones. Fais-moi l'anatomie, s'il te plaît. Si tu la connais, ouais, on la montrera, mais ça va plaire aux gens de voir pourquoi on voit littéralement, j'aime l'imaginer. Pour moi, aujourd'hui, le lien entre nerf vague, émotion, stress, diaphragme, c'est une sorte de maillon qui pourrait être enchaîné, mais à mes connaissances aujourd'hui, je n'arrive pas à faire le lien entre chacun. D'accord. Et je compte sur toi pour m'apprendre à faire ce lien. Et je sais que les gens comptent sur toi pour nous apprendre à faire ce lien. Mais on a déjà ce truc-là, de dire, OK, on arrive à trouver un lien entre de l'émotionnel et de la respiration. Ça, c'est déjà prouvé scientifiquement. Prouvé scientifiquement avec cette étude de 2002. Anatomiquement, on a quelque chose, on voit quelque chose. Décris-moi, s'il te plaît, ce trajet du nerf. On a un nerf donc, crânien, d'accord, qui va naviguer dans le cou, qui va passer au niveau de la gorge aussi, au niveau du nez. Donc déjà là, on a déjà un carrefour respiratoire. On parle beaucoup de respiration nasale, mais c'est aussi pour la partie vagale. On va ensuite cheminer l'œsophage, on va arriver dans les poumons, dans le cœur, on va innerver ces deux zones-là. Donc j'ai de l'information, le nerf vague, il est 80% sensoriel. C'est-à-dire qu'il ramène de l'information au cerveau pour informer de l'état. De l'état émotionnel, physique et mental. Mental. Donc, je continue, je traverse diaphragme. Donc, il y a une connexion très proche avec le nerf phrénique. Je continue, sphère digestive. Tous les organes de la sphère digestive sont innervés par le diaphragme. Encore une fois, pour renseigner. C'est un maillon que j'ai oublié de vous citer. Évidemment, quand on parle de l'intestin comme le deuxième cerveau, c'est aussi un des maillons sur lesquels on a un gros point d'interrogation. Dans quelle mesure nos émotions, notre état mental est lié à la sphère digestive? Et on a des afférences nerveuses qui lient donc directement notre cerveau. Directement. Ouais, il y a une expression en anglais, gut feeling. Ouais. La sensation. Ce qui vient des tripes, interne. nous aussi, on l'a. Ce qui vient des tripes, on l'a aussi, oui, tout à fait. Donc voilà, donc on est déjà sur ces connexions nombreuses. Et donc, à chaque fois que je mobilise cette partie-là, donc poumon-cœur, on comprend bien, quand je respire, si je gonfle mes poumons, je viens comprimer mon cœur. Si je relâche mes poumons, je laisse de la liberté au cœur. Mon diaphragme, on l'a expliqué. Tout ce qui est en dessous, on l'a expliqué. La gorge. Les traditions du yoga, par exemple, le pranayama. Il y a une très, très grande tradition de respiration dans le yoga. On prend une respiration qu'on appelle ujjayi. Ça qu'on vient contraindre un petit peu la gorge, comme ça, pour faire une vibration dans la gorge à l'inspiration. Là, pareil, on va avoir cette vibration qui va stimuler le nerf vague. La stimulation du nerf vague, c'est aussi, il faut bien comprendre que le nerf vague, c'est le grand freinateur de la physiologie. Donc, plus je l'active, plus je peux tempérer les zones d'excitation, de mobilisation qui sont déclenchées en moi. Je te prends un exemple. Ce matin, je suis sorti courir. Je voulais être en forme pour la vidéo, donc je cours à Paris. Moi, je viens de province. Et en fait, je me rends compte qu'à 6h30 du mat', il y a déjà énormément de zones de stress qui sont parfois imperceptibles quand on est habitué, mais des bruits, des sirènes, des passants à droite à gauche, des vélos, des trottinettes. J'étais en mobilisation, en fait. Je pensais me faire du bien en allant courir, mais je suis arrivé en étant un peu stressé. Donc c'est cette zone-là, activer le parasympathique en permanence grâce à la respiration, c'est ce qui me permet de rester un peu tempéré dans mon état. Si je résume pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à cette notion de vague, vagale, parasympathique, stress, on pourrait imaginer que notre cerveau oscille en permanence sur deux états, le système sympathique et le système parasympathique. Ouais. Pour faire très simple, le côté fight or flight, que les anglo-saxons parlent très bien. Pour vous donner un exemple, le système sympathique, ça va être celui qui va être lié plutôt à des activités qui nécessitent notre attention et qui va stimuler des hormones liées au stress, mais qui est celui de l'action. Pour faire très simple, l'exemple qui est souvent donné sur ces explications, c'est si un tigre rentre là, à ce moment-là, j'ai besoin d'un maximum de focalisation de mon cerveau pour agir. Ça va être le résultat d'adrénaline, mais aussi de cortisol, qui sont des hormones liées à l'action.
Aujourd'hui, malheureusement, dans notre mode d'action, c'est rare qu'il y ait des tigres qui rentrent. Cependant, notre cerveau, il a gardé en fait des vestiges de ça. Et il peut sécréter ces hormones du stress quand on se fait engueuler par un boss, parce qu'on est en retard pour un métro, sur ce genre de choses-là. À l'inverse, le système parasympathique, c'est celui qui va plutôt se déclencher à l'approche du sommeil, lorsqu'on est en phase de digestion ou lorsqu'on a fini une activité de sport. On est dans ces deux équilibres-là. La question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a une anxiété globale de la population. Est-ce que c'est lié à notre mode de vie? On a de fortes chances de penser que oui, et notamment par un déséquilibre de ces deux systèmes qui s'alternent. Il y a un déficit de stimulation du parasympathique. Alors c'est le paradoxe. Stimuler le parasympathique nous calme, déstimuler le sympathique nous calme aussi. Enfin, c'est deux jauges qui sont un peu comme ça. Mais ce qui est important, je trouve, merci pour l'explication, ce qui est important, c'est on a aussi abaissé notre seuil de déclenchement de ces systèmes d'alerte de stress par mésentraînement. Je pense que tout l'avènement de ce qu'on appelle l'hormèse, tu sais, c'est l'idée de faire une activité qui est un petit stress sur une petite durée avec un grand repos. Un bain froid, une douche froide, 20 minutes de sport. Voilà. Ces éléments-là vont aussi entretenir ma capacité à me mobiliser pendant 10-15 minutes, mais aussi réapprendre à récupérer derrière. Et finalement, nous, à l'école, on parle beaucoup d'élasticité de ce système nerveux. Ça veut dire que je peux passer d'un état à l'autre le plus rapidement possible. Parce que j'ai besoin du système sympathique. Comme tu le dis, j'ai besoin de me mobiliser, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de rassembler tout le meilleur de moi-même, mais j'ai surtout besoin, derrière, de récupérer. J'ai une pensée forte, et je sais que certains d'entre vous qui nous regardent ont ça, qui vont vivre à un moment donné un événement de stress. Admettons, ce matin, un truc pour les parents que vous connaissez bien, votre fils qui n'a pas mis les chaussures comme il fallait, vous lui avez demandé 25 fois, ça fait naître un coup de stress parce que si jamais il n'arrive pas à l'école, je vais me faire engueuler, si jamais je suis en retard au boulot, j'ai eu un coup de stress. Ok, j'ai un état émotionnel de Sans le vécu. stress. Ah oui. Quand il met 25 minutes pour mettre ses chaussures, je l'aime de tout mon cœur. Mais pourquoi tu me fais ça tous les matins? Et tous les matins, je me dis, aujourd'hui, il va y arriver. Et ça crée vraiment une sensation d'injustice forte chez moi. Ok, t'as cet état émotionnel. Est-ce que tu penses que la raison pour laquelle j'arrive pas à le déposer en même temps que je dépose mon fils à l'école, de venir, c'est bon, j'ai réussi, il est à l'heure à l'école, je vais être à l'heure au boulot, c'est parce que j'ai perdu cette capacité ou qu'on a perdu cette capacité de changement d'état? Ouais, ou de discernement. C'est un peu les deux. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, le système sympathique, c'est un système qui se met en route quand il y a un tigre. Bon, est-ce que les chaussures de ton fils sont des tigres? Dans ton système nerveux aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas un désentraînement de mon discernement? Je vais aller au bout du process. Ok, mais s'il met pas ses chaussures, il met pas ses chaussures, et du coup, j'arrive et les grilles sont fermées. Et je me projette sur lui de la sensation de voir les grilles fermées. Tu regardes ton père en disant, mec, t'avais qu'un seul job à faire, c'était de me déposer à l'heure et tu m'as pas mis à l'heure à l'école. Ouais, mais c'était le job de qui de mettre les chaussures? Ok, admettons, je vais jusqu'au bout. Je l'amène avec moi au cabinet. Mes patients, ils vont voir mon fils. Moi, je vais avoir 90% de mon attention qui va être dédiée à mon fils. Il a 4 ans et demi, je veux pas pouvoir gérer quelqu'un qui m'annonce qu'il a une sclérose en plaques, tu vois. C'est pas faire pour le patient qui est en face de lui, qui vient déposer son bagage émotionnel et sa problématique, et que moi je suis là, oui, va faire des coloriages, mon petit-fils. Va mettre tes chaussures. Va mettre tes chaussures. Non, mais tu vois, il y a le côté et si. Et du coup, tu compenses ça par une forme de contrôle. Et parfois, je suis désolé, je parle de moi, mais je suis sûr que vous êtes beaucoup à vous reconnaître là-dedans. Il y a une partie du stress, moi, qui me permet d'être dans l'action et qui me permet de contrôler. Non, mais c'est tout à fait juste. Mais je reviens à ce discernement. Voilà, je te donne mon exemple. Moi, j'ai fait un petit syndrome de burn-out de la quarantaine quand j'étais en entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'entraîner dans ces stratégies de respiration, de bain froid, de stimulation assez forte, justement pour travailler cette élasticité. Et je me souviens d'un jour, j'organisais une formation. Donc j'étais la veille à la formation, je vais dîner, je reviens, ma voiture vandalisée, plus d'ordinateur, plus rien. Je suis à poil pour faire ma formation. Et en fait, je regarde la voiture en me disant, OK, quelles sont les solutions là maintenant? Et en même temps que je disais ça, je me dis, waouh, en fait, est-ce que je vis encore? Parce que non, en temps normal, je devrais être affolé, je devrais être hyper stressé, hyper en colère. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il se passe un truc dans mon système nerveux, j'ai appris quelque chose, j'ai réappris quelque chose.
à mobiliser mes ressources pour répondre à une solution, mais peut-être pas perdre de ressources pour dramatiser la situation. Et là, j'ai compris cette notion d'élasticité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans l'école que j'ai créée. Concrètement, cette élasticité, elle s'apprend au travers d'exercices? Oui, elle s'entraîne. Voilà, comme un sportif s'entraîne. Elle s'entraîne tous les jours, essayer de se mobiliser, sympathique, mais aussi se mettre tout de suite en phase parasympathique de récupération. Et plus je vais faire des allers-retours plus ou moins amples, je peux être très haut dans la mobilisation, je peux être très bas dans la récupération, mais l'idée c'est d'être agile. Voilà. Par exemple, on parle beaucoup de froid aujourd'hui. Se mettre dans un bain froid ou prendre une douche froide. Il y a deux manières de prendre la douche froide. C'est soit j'allume le froid, et puis je serre les dents, je serre les poings, je serre les muscles et j'attends que ça passe. Auquel cas, je suis resté mobilisé, mais je n'ai pas appris à mon système à désescalader la réaction de stress. La vraie bonne idée, c'est de se mettre sous le froid, éventuellement de percevoir que je suis en train de me raidir et de me contracter en mode fight ou flight que tu mentionnais tout à l'heure, et très vite après revenir dans ma respiration, calmer ma respiration, allonger ma respiration, pour que petit à petit, je m'installe dans une forme de calme dans cette zone stressante. Et là, j'ai appris. Là, j'ai appris à mon système à désescalader une réaction de stress. Au-delà de ça, est-ce que tu ne penses pas que les gens qui n'arrivent pas à méditer, qui n'arrivent pas à se mettre au sport, les gens qui n'arrivent pas à modifier leur alimentation, les gens qui n'arrivent pas à faire leurs exercices de respiration, qu'on verra évidemment tout à l'heure, tu nous en donneras quelques exemples, est-ce que ce sont des gens, si quand ils le font, ils sont déjà en train de lutter pour le faire? Ne pas arriver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux atteindre quoi? C'est ça ma problématique dans la question que tu poses. Ce qui me semble important, c'est qu'on soit tous responsables. Je pense qu'en général, on n'arrive pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Et la compréhension, que ce soit de la respiration ou du fonctionnement sympathique-parasympathique, ce que tu fais là, grâce à tes podcasts et tes vidéos, c'est un élément de responsabilisation. Une fois que je sais comment ça fonctionne, je deviens responsable de moi. Et alors, deviens responsable de mettre en œuvre ou pas des stratégies qui vont faire que je vais aller mieux ou pas. Donc, c'est plus une question de responsabilité que de capacité. Tout le monde sait prendre une douche froide en réalité. Est-ce que je vais vouloir le faire? Est-ce que j'ai compris l'enjeu? Est-ce que l'enjeu est suffisamment important pour moi ou pas? Okay. Alors, d'un point de vue concret, comment est-ce qu'on respire bien? Comment est-ce qu'on respire mal? Alors, comment on respire mal? De plein de manières. Nous, on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Ça passe par la mauvaise utilisation du diaphragme, ou pas d'utilisation du diaphragme d'ailleurs. Parfois, on oublie de respirer par le ventre, comme on dit par le ventre avec le diaphragme. Et on va mobiliser uniquement la cage thoracique. Voilà exactement ce que tu viens de faire. Et c'est bien que tu le fasses par la bouche. Parce qu'en général, ça fonctionne de pair. Voilà. En général, quand je respire rapidement comme tu le fais, de manière superficielle, très haute, c'est aussi par la bouche. Et je ne sais pas si tu l'as fait suffisamment, mais en général, ton état change tout de suite dès que tu prends cette respiration-là. Donc, il faut imaginer que pour certaines personnes, c'est le quotidien. C'est plus de 20 000 respirations par jour qui sont sur ce mode-là. Donc, respiration haute, assez rapide. Il y a d'autres malfaçons de respirer? Oui, il va y avoir aussi la zone qui respire, par exemple. Souvent, on parle de respiration nasale ou respiration buccale. Là aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on montre de plus en plus que la respiration nasale est à privilégier dans la plupart de nos activités. C'est vrai que pour plein de raisons. J'ai remarqué beaucoup de fois, quand tu parles, ta respiration, tu la reprends. Ouais. Moi, je fais attention, en fait. C'est une manière pour moi, déjà, de ponctuer mon propos, parce que je suis obligé de fermer ma bouche pour reprendre ma respiration. Mais en même temps, cette fonction nasale, elle est très liée à la fonction diaphragmatique. Vas-y, explique. Et la fonction diaphragmatique, en fait, quand je mobilise ma respiration nasale, très facilement, c'est plutôt la partie ventrale qui va s'exprimer. Donc, c'est grâce au ventre que je vais respirer. C'est-à-dire que c'est un automatisme, quand tu respires par le nez, de plutôt avoir une respiration diaphragmatique basse, exactement. Tandis que quand je suis bouche ouverte... C'est plutôt la bouche. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer que d'un point de vue biomécanique, c'est juste qu'il y a si peu de résistance par la bouche que c'est ce qui me permet de aspirer grandement d'un coup, et du coup, grand volume, grande amplitude, et à l'inverse, et grand débit. Et à l'inverse, quand je respire par le nez, le fait est que comme il y a une résistance, c'est tout de suite une autre stimulation. Exactement. Et un muscle qui est quand même un petit peu plus
puissant et aussi maîtrisé qu'est le diaphragme. Donc ça c'est la partie biomécanique. Mais si je le relie au système nerveux, la mobilisation de mon système diaphragmatique est viscérale, on a dit tout à l'heure, plutôt parasympathique nerf vague. Donc c'est une manière aussi pour moi de rester un peu, ce que je disais tout à l'heure, un peu tempéré entre le sympathique, parce que là, il faut que je m'y mette un peu pour pouvoir être au meilleur de mes compétences du moment par rapport aux questions que tu me poses. Mais je ne veux pas non plus me laisser emporter par le stress, et donc je veux rester posé, tempéré. Voilà. Donc je gère un peu la pression comme ça pour être dans la bonne zone nerveuse qui est entre le parasympathique et le sympathique. On appelle ça le flow. Ouais, je ne sais pas si ça te parle. Si, bien sûr. Donc le flow, je ne peux pas décider d'être dedans, mais je peux décider de naviguer subtilement entre le sympathique et le parasympathique, et peut-être que je vais le trouver. Ce que ça m'évoque, c'est deux choses. Un, c'est que ça me permet de mieux comprendre pourquoi dans les cours de yoga que j'ai fait, on insistait autant sur la respiration par le nez, notamment au cours de la méditation, puisque moi je me disais, c'est plus confortable de respirer par la bouche. C'est plus confortable. Surtout que moi j'ai souvent une nez pétée, du coup j'ai des difficultés à respirer par le nez, et du coup, pour moi c'était tellement plus confortable. Mais ça amène sur l'autre question. Tu me parles de flow. Pour moi, le flow, c'est être dans l'instant présent. Et avoir une action respiratoire, comme tu me le dis, pour moi, c'est un frein à être dans l'instant présent. Je me dis, il faut en plus que je pense à comment je respire. Stéphane m'a dit que je respirais mal, machin. Du coup, je rajoute du contrôle, je rajoute du stress. Ah oui, c'est aussi parce que pour le moment, c'est pas une fonction que tu as réentraînée. La respiration, je disais tout à l'heure, ce qu'il y a de magique, c'est qu'elle est à la fois consciente et inconsciente. Inconsciente, elle se produit d'elle-même, elle est régulée par mon centre respiratoire, je m'occupe de rien. Consciente, je décide de moduler ma respiration et de quel endroit respire. Je suis sûr que les gens qui sont en face de nous, là, qui regardent, au moment où tu l'as évoqué, ils ont fait les deux états. Je pense à respirer et j'oublie que je respire. Voilà. Donc cette respiration inconsciente, parfois elle est dysfonctionnelle. Tu as des exemples dans la littérature de ça veut dire quoi une respiration dysfonctionnelle? Alors on a fait des études, il y en a une très récente au Japon, 2023. Alors c'était fait sur une population de sportifs en plus. On s'attend que la population sportive soit plutôt des gens détendus. Des gens détendus et bien équipés sur le plan respiratoire. Là c'est à peu près 2000 athlètes qui ont été observés. Résultat de l'étude, 90% des athlètes sont dysfonctionnels sur la respiration. Ah ouais. Et l'axe sur lequel on s'est centré, c'est l'analyse de l'utilisation ou pas du diaphragme. 90% des athlètes ne respirent pas avec le diaphragme. Les conséquences de ce défaut respiratoire, on pourrait imaginer quoi? Des meilleures performances, un meilleur confort, une meilleure optimisation de l'oxygénation. Ça veut dire quoi, ne pas optimiser sa respiration? C'est un déficit d'oxygénation? Alors ça peut être un déficit de plein de choses en réalité. Quand on est athlète, par exemple, il y a une étude qui montre aussi le coût de la respiration. Ça, c'est intéressant. On ne se pose jamais la question, en fait, de quel est le coût énergétique de la fonction respiratoire. Et en réalité, ce qu'on montre, c'est que à intensité maximale d'effort, la respiration peut coûter jusqu'à 17% de l'énergie qu'elle est censée apporter. Donc, entraîner ma respiration, c'est peut-être aussi abaisser ce coût. Entraîner ma respiration, c'est peut-être utiliser une meilleure amplitude pulmonaire. Et notamment le diaphragme qui va utiliser plutôt la partie basse et dorsale des poumons. Parce que souvent, on respire, on a l'impression que c'est seulement l'avant, mais en réalité, il y a énormément de choses à faire avec l'arrière du corps. Entraîner la respiration, c'est aussi s'assurer que l'oxygène que j'ai amené dans mes poumons arrive bien à sa finalité, qui est l'alimentation de la cellule, des tissus, que ce soit musculaire ou autre. Tendineux ou ligamentaire. Exactement. Et que la cellule puisse utiliser l'oxygène. Et là aussi, il y a des conditions pour que l'oxygène soit bien transmis du poumon au sang, bien transporté par le sang, bien libéré du sang vers la cellule. Et ces conditions, elles sont liées à mes capacités respiratoires. Quel exercice tu pourrais conseiller aux gens pour que justement ils apprennent à respirer par le nez? Alors, il y a plusieurs exercices qu'on pourrait mettre en place, là. Il y a se réapproprier ce geste, en étant conscient, en étant posé. Pendant quelques minutes, je me force à respirer par le nez. Ensuite, il y a des méthodes un petit peu plus drastiques. C'est-à-dire que pendant la journée, si je suis au travail et que je sais que je n'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone,
je peux mettre un petit morceau de sparadrap sur mes lèvres. J'ai vu ça. Voilà. Je peux mettre un petit morceau de sparadrap pour juste forcer ma respiration nasale. J'ai vu des gens qui se mettaient un scotch sur la bouche pour Ouais. dormir. Ouais, tout à fait. On peut aller... Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je mets ça quasiment tous les soirs. Tu dors avec un scotch sur la bouche? Ouais. Je dors avec un scotch sur la bouche pour être sûr que ma respiration soit bien nasale pendant la nuit. Et je t'assure que c'est des nuits complètement différentes. Attends. Tu es en train de me dire que toutes les nuits, Ouais, tu te mets un scotch sur la bouche c'est ça. et tu me dis la nuit est complètement différente. Tu ressens C'est quoi? grave, C'est quoi? docteur. Non, mais que tu mettes une boule dans ta bouche à d'autres moments de ta vie, je peux l'entendre. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'histoire de dire que je sais que le matin, je vais avoir un repos bien meilleur. Et si j'analyse ma nuit avec des capteurs, je sais aussi que ma fréquence cardiaque sera plus basse et que mon sommeil sera beaucoup plus régulé. Ok, alors je suis désolé, je te crois pas. D'accord. Je t'invite à le faire. Je t'invite pas à dormir avec moi, mais je t'invite à le faire. C'est toi qui l'as expérimenté ou c'est des études qui ont été faites? Non, c'est une expérimentation personnelle de vivre ça, parce que on m'en a parlé, j'ai été curieux, j'ai essayé. Et puis c'est un moment où on utilisait beaucoup d'outils comme ça connectés qui nous permettaient d'objectiver un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de notre système quand on changeait des petites choses. Voilà. Et dormir avec ce scotch, réguler la respiration, ça ralentit la respiration pendant la nuit et ça me permet d'augmenter ma variabilité cardiaque. Est-ce que c'est quelque chose, je suis désolé, je sais que tu n'es pas professionnel de santé, on ne peut pas t'en... Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux gens? Oui, avec précaution. Et encore une fois, comme toutes les méthodes, avec une progression. C'est la première page de ton livre. Hein. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure de l'utiliser pendant la journée au départ. Parce que ça peut être un peu anxiogène de se scotcher la bouche. Ouais, parce que moi, tu me mets ça, je sais que je dors pas de la nuit. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais disons que c'est intéressant comme toujours, à chaque fois que je vais essayer quelque chose, je vais m'interroger sur l'impact que ça a sur mon système et de voir si je le garde ou si je le garde pas. Mais c'est intéressant de voir que parfois, je me réveille avec la bouche sèche si je mets pas le scotch, donc j'ai respiré par la partie buccale et ma nuit était plutôt agitée. Parce que je peux mesurer aussi combien de fois je me suis retourné, etc. C'est intéressant d'observer ce qui se passe la nuit. C'est hyper intéressant, Stéphane. Je vois vraiment en fait, tout le travail qu'il y a, toute la compréhension, mais sur ces autres mauvaises façons de respirer, il y en a d'autres. Donc tu nous as évoqué, haut et rapide, ne jamais utiliser le nez, ou ne pas utiliser le bon appareil au bon moment. On a une forme de respiration qu'on appelle la respiration paradoxale aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'on l'observe assez souvent. C'est le diaphragme qui va avoir un mouvement inversé. Et ça s'explique par l'utilisation prioritaire de la cage thoracique, mais en même temps, on va rentrer le ventre à l'inspiration. C'est complètement contre-intuitif. Si jamais des gens ont ça, cette respiration paradoxale, quel outil tu pourrais leur donner? Alors des outils, des éducatifs, des exercices qui vont me permettre d'utiliser mon diaphragme, de le sentir. Je vais par exemple essayer de travailler avec la gravité, ça c'est un très bon exercice. Je peux me mettre à quatre pattes et puis essayer d'expirer en remontant mon ventre. Je serre mes abdominaux pour expirer. Et puis une fois que j'ai fini mon expiration, j'essaye de lâcher mes abdominaux pour que mon ventre descende. Avec la gravité, en fait, les viscères vont attirer le diaphragme vers le bas et ça va me redonner ce geste inspiratoire. C'est excellent parce que d'un seul coup, j'inspire passivement et en même temps, j'inspire grâce à ce mouvement du diaphragme vers le bas, mais grâce à la gravité. Il y a un point essentiel du travail respiratoire qui est quand même une notion de prévention de santé. Il y a une étude de 2002 qui montre qu'on perd 10% de nos capacités respiratoires tous les 10 ans à partir de 30 ans. Oh. D'accord ? Donc si on fait un rapide calcul, il ne reste pas grand-chose à partir de 80 ans. Donc travailler la fonction respiratoire, l'amplitude pulmonaire, thoracique, diaphragmatique, pour lutter justement contre la rigidité de la cage thoracique, l'atrophie des muscles respiratoires, le manque d'élasticité pulmonaire, c'est aussi un élément de prévention de santé. Et ça fait partie du bien vieillir. Donc ça, c'est aussi pour ça que la pratique respiratoire est importante. Super, hyper clair. Il y a aussi un élément qu'il faut qu'on aborde, c'est la finalité de la respiration. Ouais. La finalité de la respiration, c'est quand même d'apporter l'oxygène à la cellule. Et là, il y a des conditions qui favorisent ça.
Et c'est notamment lié à deux gaz de la respiration dont on n'a pas parlé. On a parlé de l'oxygène, mais on n'a pas parlé du dioxyde de carbone. Et on n'a pas parlé d'un nouveau gaz assez en vogue depuis 1998, depuis un prix Nobel, quasiment, l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un gaz qui est produit notamment par les sinus. Il est produit aussi dans d'autres cellules, mais il a un impact très très important sur la respiration et la fonction respiratoire, notamment par son effet vaso- et bronchodilatateur. Vasodilatateur, c'est quand ça ouvre le canal des vaisseaux et donc permet une meilleure circulation. Voilà. Et bronchodilatateur, même chose pour les bronches. Okay. Donc si je respire de manière préférentielle par le nez, je vais pouvoir utiliser ce gaz et permettre cette fonction. Le dioxyde de carbone, on a appris en sciences naturelles que c'était le déchet de la respiration, ce qui est vrai, mais on en a aussi besoin. On découvre en 1904 ce qu'on appelle l'effet de Bohr. L'effet de Bohr, c'est quoi? C'est que l'oxygène peut être libéré du sang qu'en présence de dioxyde de carbone. D'accord. Alors c'est génial pour les sportifs. J'utilise mes muscles, j'utilise l'oxygène, je produis du CO2. Parce qu'il y a du CO2, j'absorbe plus d'oxygène. C'est génial. Pour autant, le CO2, on l'échappe par l'expiration. Donc si j'expire trop rapidement, je peux être en déficit de dioxyde de carbone dans mon corps. Et on appelle la tolérance au dioxyde de carbone ma capacité à accepter une quantité de CO2 suffisante dans le corps pour que mes échanges se produisent de la meilleure manière possible. D'accord. Et ça aussi, ça se rééduque. Et ça aussi, ça se réapprend. Et certains médecins, comme un fameux médecin russe, Dr Bouteiko, qui a produit énormément de choses sur la respiration, on a fait un axe de travail prioritaire, réapprendre à tolérer le dioxyde de carbone. Du coup, quand tu dis que ça se réapprend, c'est au travail de respiration lors de l'effort sportif pour pas passer son temps à tout souffler. Ouais, lors de l'effort sportif, mais aussi quand je suis sédentaire, aucun problème. Si je peux ralentir ma fréquence respiratoire, alors je vais moins échapper de CO2 et mieux l'utiliser pour oxygéner mes cellules. Donc je vais faire des petites apnées, je vais faire une petite hypoventilation, respirer un petit peu moins jusqu'à ressentir l'envie de respirer. Et en intégrant ça pendant quelques semaines, je vais aussi drastiquement réduire mon essoufflement quand je monte les marches ou quand j'accélère dans le métro. Si tu devais nous donner 3 exercices respiratoires et pourquoi, ce seraient lesquels et pourquoi? Alors le premier, ça serait une très très grande ventilation. C'est un exercice que j'ai mis en place. J'inspire suivant les 3 étages, donc le ventre, la poitrine et même la partie claviculaire ici. Et je vais faire l'inverse à l'expiration jusqu'à expirer très 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 fort. Donc je lâche. Et ensuite je viens expirer, 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 engager les abdominaux sur la fin. Et je vais recommencer. Voilà, et tu vas expirer. Et expirer, 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 expirer. Vraiment utiliser les forces expiratoires. Ça sert à quoi? Ça sert à, référence à l'étude que je mentionnais tout à l'heure, moins 10% de la capacité respiratoire. Là, je travaille mes structures et je travaille mes tissus. Donc, je vais travailler à la fois ce qu'on appelle la compliance thoracique, Exactement. La souplesse de mes articulations entre les vertèbres, donc les os du dos, les côtes, les tissus conjonctifs qui me permettent juste d'utiliser en fait mes poumons, ma cage thoracique, ma pleine puissance. Exactement. Très important pour le coup pour des personnes qui ont des problématiques de restriction pulmonaire. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'expiration. Et ça, c'est souvent négligé. Oui. Souvent, on ne travaille pas l'expiration. Oui, on gonfle le ballon, mais exactement, on ne vide pas. Exactement. Et ce qu'on observe en cabinet, on a appelé ça les cages thoraciques activées. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis tellement sujet à la respiration thoracique qu'il y a un déséquilibre entre la fonction inspiratoire et expiratoire. Et au repos, je suis déjà un petit peu comme ça. Je me rappelle, c'est nous ce qu'on appelait les profils emphysémateux, ouais. Sur les gens qui fument beaucoup, qui en fait à force de fumer se rajoute non seulement la résistance de la clope, mais surtout des résistances pulmonaires, qui développent beaucoup d'efforts pour inspirer et qui se retrouvent littéralement, et vous voyez ce type de profil, je vous mets une photo juste là, avec des cages thoraciques très développées, mais en fait qui sont en permanence... Voilà, avec des répercussions, et je suis sûr que tu confirmeras, sur la posture, sur la dynamique. Posture, sur l'aspect vasculaire, c'est des gens à risque. Donc j'ai besoin de retravailler cette fonction expiratoire. Dans le pranayama, dans le yoga, on dit que l'inspiration naît de l'expiration. C'est si j'ai une bonne expiration, alors mon inspiration sera bonne. Deuxième exercice, et pourquoi?
Deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle la petite respiration. Toute petite respiration. Imaginez que vous avez une plume, ou imagine que tu as une plume sous le nez, et tu essayes d'inspirer par le nez, expirer par le nez, peut-être un tiers de ce que tu inspires normalement, en imaginant que la plume ne va pas bouger. Tu vas hypoventiler. Et au bout de quelques secondes, tu vas avoir envie d'inspirer davantage. Mais je vais t'inviter à garder cette légère envie d'inspirer ou de respirer. Comme si tu avais une faim d'air, tu as envie de reprendre une grande bouffée d'air. Mais tu vas rester comme ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et là, tu vas entraîner ton système à garder le CO2, le dioxyde de carbone dont je parlais tout à l'heure. Et en faisant ça, tu vas dilater tes vaisseaux sanguins, dilater tes bronches et aussi permettre une meilleure diffusion de l'oxygène vers tes cellules. Et en même temps, tu vas apaiser ton système quand tu vas pouvoir reprendre ta respiration. Donc ça, si j'ai bien compris, le but c'est à la fois de se détendre et en même temps d'assurer une bonne oxygénation de tous nos tissus. Exactement. Et puis c'est pratique parce que par essence, elle est imperceptible cette respiration. Donc tu peux la faire à n'importe quel moment, en réunion, dans le métro, n'importe où. On pourrait l'imaginer pour quelqu'un qui aurait du mal à cicatriser sur une plaie, de faire ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a des preuves d'efficacité sur quelqu'un qui aurait un ulcère, sur quelqu'un qui aurait un escarre ou une plaie. Alors, j'ai pas d'études dans ce sens-là, mais on pourrait comprendre que s'il y a meilleure oxygénation, on favorise la cicatrisation des tissus. Globalement, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est recommandé. Un troisième et dernier exercice. Troisième exercice, soupir physiologique que je mentionnais tout à l'heure. C'est immédiat, c'est disponible, c'est hyper efficace. Et en 2 ou 3 fois, on est dans la bonne zone. Bon, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire. J'imagine qu'on peut retrouver tout ça dans ton école et dans ton livre. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de choses. On parlait de la respiration nasale, par exemple. Il y a plus de 30 fonctions de la respiration nasale. Il y a un médecin américain qui s'appelle Dr. Kotel qui a écrit largement sur le sujet. Donc on retrouve ça dans mon livre. Et puis, venez vous former chez nous, on vous expliquera. Ok. Stéphane, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à notre partenaire du jour, Doctolib, qui a rendu cet échange possible. Je compte sur vous, évidemment, pour nous dire en commentaire quel type d'expert vous aimeriez avoir, soit si vous connaissez directement un expert, soit au contraire, nous mettre des conseils de vie que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Doctolib, qui est notre partenaire du jour, permet aux patients de prendre rendez-vous avec des soignants, des kinés, des médecins, des infirmières et tout un panel de professionnels de santé. Doctolib contribue à une santé plus préventive grâce à des messages de sensibilisation sur des grands enjeux de santé. Je vous mets les liens dans les descriptions sur les réseaux sociaux de Doctolib Pro et de Doctolib Patient et évidemment le lien vers les applications Pro et Patient si jamais vous voulez directement télécharger l'appli. J'ai trouvé ça passionnant, presque un peu frustrant qu'on puisse pas continuer, même si dites-le nous en commentaire, on compte sur vous évidemment. Si jamais vous aimez ce type de format, je compte sur vous pour nous donner évidemment votre soutien en commentaire, mais aussi mettre un énorme like, et je vous invite évidemment à vous abonner. Plus vous êtes nombreux à commenter, à liker, à partager, plus je vais pouvoir mettre en place des invités de qualité comme Stéphane aujourd'hui et les inviter à nouveau. Stéphane, on peut te retrouver sur tous tes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On peut retrouver ton livre aussi, La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. Voilà. On envisage grâce à toi toute la richesse des bénéfices de la respiration avec des exercices, des outils finalement adaptés à nos besoins. C'était hyper intéressant. Je te laisse le mot de la fin. Non, mais merci Grégoire. Pour moi, partager ce qu'il y a derrière le mot respiration, c'est juste une passion déjà. Et puis, je le prends comme une mission de vie. Donc, merci pour l'opportunité. Et comme tu l'as vu, on est parfois un petit peu induit en erreur. La respiration, c'est quelque chose qu'on fait spontanément 20 000 fois par jour depuis qu'on est né. Donc, on ne s'imagine pas en fait qu'il y a toutes ces répercussions dans la physiologie, dans le mental, dans l'émotionnel, et surtout la possibilité de maîtriser ces aspects et de les réguler. Donc, c'est hyper riche et ça demande peu de choses, peu de travail en fait tous les jours pour se réapproprier cette fonction essentielle. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 2 ans, j'ai créé une école, la Breathing Academy, qui apporte cette lumière sur la compréhension et forme notamment des thérapeutes, des professionnels de santé pour qu'ils puissent l'utiliser pour eux-mêmes, mais aussi proposer ces exercices et cette approche à leurs patients, à leurs clients. Merci beaucoup Stéphane. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à regarder cet épisode avec un expert du sommeil qui nous explique comment on peut bien dormir et cette vidéo sur ce lien entre la baisse de motivation et la nutrition. À très bientôt, ciao.